On est en direct. On est en direct. Donc bonjour à tous avec Yvan. Bonjour. Moi-même et puis surtout notre invité du jour, Guillaume Millet. Bonjour. Très connu, dont on vous a fait pas mal de pubs dans les publis et qui a accepté, et je le remercie encore aujourd'hui, nous recevoir dans son bureau pour parler fatigue ultra trail notamment, et pas que, parce que vous allez voir, il est très bavard, pas autant que moi, mais pas loin. Donc ça va être difficile pour Yvan d'en placer une. Et puis Carole qui est à la caméra derrière et qui pourra lire vos posts et questions en direct pour rendre encore plus vivant ce Facebook Live. Donc on va attaquer tranquillement avec la présentation de Guillaume. J'allais dire avant de présenter Guillaume lui-même, c'est que tu nous présentes aussi ton labo, la chaire active qui te tient à cœur aussi. Ouais. Le labo dont un grand nombre parmi nous a fréquenté déjà le sous-sol pour aller souffrir avec Marie-Caroline et je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, on est allé souffrir et suer pour la plupart avec Antoine, voilà, sur le tapis. Donc est-ce que tu peux nous présenter déjà ce que tu fais à titre professionnel, et puis après on viendra sur ta courte et riche carrière de trailer d'il y a quelques années. C'est pas si court que ça. Non, tu vois, ouais. Alors oui, donc moi je suis Guillaume Millet, je suis professeur de physiologie de l'exercice. Donc c'est un petit peu plus large que le sport, on s'intéresse vraiment à l'activité physique de façon générale dans mon métier. Même si le sport, ici on va parler surtout de sport, mais l'activité physique c'est un peu différent du sport, c'est beaucoup plus large. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est comment les gens bougent en fait. Donc je suis prof à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et je suis depuis quelques mois le directeur du laboratoire qui est le LIBM, Laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité interuniversitaire, c'est-à-dire que c'est pas seulement sur Saint-Étienne, c'est à cheval sur 3 universités, Saint-Étienne, Lyon et Chambéry. Donc au total on est 110 personnes à travailler, donc chercheurs, médecins, doctorants, postdoctorants, ingénieurs, etc. 110 personnes qui travaillent exclusivement sur la physiologie, la biomécanique, les neurosciences, mais tout ça appliqué à l'activité physique. Donc voilà, ça fait une belle force de frappe sur ce domaine de recherche. Et puis voilà, et je suis, comme tu l'as dit, aussi responsable de la chaire actif, donc c'est l'acronyme de activité physique, fatigue, santé. Donc la chaire c'est un peu différent du laboratoire, même si bien sûr les deux travaillent de pair. La chaire elle est plutôt là pour vulgariser un petit peu, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là ça rentre pile poil dans l'activité de la chaire et je vous remercie pour cette invitation qui me fait bien plaisir. Donc la chaire elle est là pour vulgariser un peu ce qu'on fait comme travaux de recherche, nous ou d'autres collègues dans le domaine. Et donc on organise des conférences grand public, on a un site internet, etc. On essaye de faire le lien entre le grand public et puis la recherche pour pas que la recherche elle soit cantonnée au fond des labos. L'idée c'est quand même d'aller vers les gens, quoi. Que ce soit les trailers dans le cas de cette session ce soir, mais aussi les personnes malades, les sédentaires, les salariés des entreprises, voilà, tout type de public. D'accord. Et c'est quoi les grands sujets de recherche sur lesquels la chaire et le labo, enfin pas la chaire, mais le labo travaillent en ce moment? Si tu peux nous donner deux, trois, les grands axes de recherche. Alors c'est vraiment très 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 varié. Dans le laboratoire, on a 6 équipes de recherche, une équipe sur la biologie du globule rouge, on a une équipe sur l'athérosclérose, une équipe sur la prévention des blessures avec le docteur Pascal Edouard qui est médecin dans le labo et aussi dans le service ici au CHU. On a une équipe sur la fatigue à laquelle j'appartiens, une équipe sur plutôt les processus mentaux, et puis la dernière qui est une équipe plutôt sur la biologie du muscle. Donc voilà, c'est vraiment donc tout ça appliqué en lien avec l'exercice, c'est ça qui nous réunit tous. Alors les sujets de recherche, il y a beaucoup de choses, on va dire au moins les 2/3, c'est sur plutôt la pathologie. Donc en quoi l'activité physique est bien non seulement pour prévenir, mais même pour guérir un certain nombre de pathologies. Alors là, ça va du cancer à la sclérose en plaques, en passant par la Covid, que ce soit les patients passés en réanimation ou d'autres, etc., etc. Et puis il y a quand même un tiers, la louche, des travaux qui sont plus sur l'aspect sport, y compris performance, voire performance de très haut niveau, avec des collègues qui travaillent avec la fédération de foot, on travaille avec la SS, etc. Et puis, donc, comme je l'ai dit, aussi la prévention des blessures.
Donc oui, c'est très très varié, vraiment de la personne, y compris la personne sportive en e-sport, la personne très très handicapée, jusqu'à l'athlète de très haut niveau. D'accord. Et juste pour finir cette petite introduction, ton rapport au trail, je te charriais tout à l'heure sur ta petite carrière très courte et finalement tu as quand même un rapport au trail en tant que trailer et en tant qu'organisateur aussi. Ouais, alors effectivement, donc, elle est courte mais elle remonte un petit peu maintenant, effectivement, parce que la dernière fois que j'ai mis un dossard c'était en 2010, je crois, donc effectivement ça remonte un peu. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais je pourrais régulièrement, on va dire, c'était en 2010. Par contre, avant ça, puisque j'ai un certain âge, n'est-ce pas, j'ai couru, alors pas forcément du trail, encore que c'était déjà du trail, sauf qu'à l'époque on n'appelait même pas encore ça le trail, parce que moi j'ai fait du ski de fond en étant jeune, puis du raid d'aventure et puis du trail, ultra trail. Et donc en tant que skieur de fond, quand on allait l'été marcher en montagne avec les bâtons, ben, on faisait déjà du trail et de l'ultra trail, sauf qu'on n'appelait pas encore ça comme ça à l'époque. Donc et ça, cette petite carrière, comme tu dis, elle a quand même duré plus de 30 ans ou 35 ans. Donc elle n'est pas si petite que ça, sauf que c'était pas, disons la carrière de trail, c'était une dizaine d'années. Ça a duré environ 10 ans, avec à dose assez relativement intense, alors pas autant que d'autres, mais je cours quand même régulièrement. Ouais. Avec UTMB et le TOR, c'est ça? Voilà, donc mes meilleures perfs c'était à l'UTMB. Effectivement, j'ai fait 3 fois dans les 6 premiers UTMB, ce qui est à l'époque, c'était pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais enfin, c'était déjà la course au phare à l'époque. J'ai commencé par le deuxième UTMB, donc c'était vraiment les tout débuts de l'UTMB, donc 2004-2005 par là jusqu'à 2010. Ok. Voilà en gros. Donc voilà, l'idée c'est pas évidemment de parler de ma carrière, mais ça montre que j'ai ce côté aussi, effectivement, je sais ce que c'est que de mettre un dossard, et ça c'est, je pense, c'est important pour parler quand même de la perf. Voilà, c'est pas uniquement le côté blouse blanche. Voilà. Et puis donc, comme tu le disais aussi, gentiment, j'ai créé le trail de Tirange, qui est connu par les gens, je pense, qui le suivent, qui a gardé sa spécificité, qui est le technique trail. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a voulu à Tirange, le terrain s'y prête bien. Et donc je l'ai organisé pendant 10 ans, avec bien sûr les gens du village, c'était une équipe. Donc je me garde vraiment de bons souvenirs. Ça s'est arrêté quelques années, puis ils ont relancé ça à mon grand plaisir pendant que j'étais au Canada, donc c'est chouette. Super. Tu viens de nous parler donc, de ta carrière d'ultra-trailer. Quelle définition tu donnerais justement à l'ultra-trail ou aux ultramarathons? Et quelles seraient les spécificités par rapport aux autres sports d'endurance tels le vélo ou le ski de fond? Alors la définition, il y en a plein, je ne suis pas sûr que ce soit le plus intéressant. Alors il y a, par exemple, il y en a qui disent que c'est au-delà de 6 heures d'effort, c'est la définition des ultras, que ce soit trail ou marathon, enfin d'ultra-endurance. Après, pour ce qui est de l'ultra-trail, on peut peut-être se baser sur la définition d'ultra, encore qu'ils ne parlent pas vraiment d'ultra, ils ont leur classement L, XL, XXL, etc. Donc moi je dirais que si je prends un peu leur format, peut-être à partir du L, on pourrait dire que c'est de l'ultra, donc c'est 115 km effort. Ce qui fait, je l'ai noté ici quelque part, 8 heures pour le premier, donc là on est vraiment dans le trail. Mais je crois qu'après la définition de l'ultra, on est vraiment dans l'ultra, pardon, je veux dire. Mais dans la définition de l'ultra, c'est surtout personnel, c'est-à-dire qu'un ultra pour qui est déjà honnête, c'est pas la même chose qu'un ultra pour quelqu'un qui débute. Donc voilà, après c'est voilà ce que je peux dire sur la définition, c'est un peu propre à chacun, je pense effectivement. Quelqu'un qui débute, quand il a déjà fait, c'est sûr que n'importe quelle distance au-dessus de 40-50 km, pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment de l'ultra. Pour Journette, c'est une sortie quotidienne, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que la définition, je suis pas sûr que c'est avec beaucoup d'intérêt. Et l'autre partie de ta question, c'était la différence entre la course à pied. Oui, les spécificités justement de l'ultra-trail par rapport aux autres sports d'endurance, comme le vélo ou le ski de fond notamment. D'accord. Donc les différences entre le trail ou la course à pied, on va dire, et puis les autres sports d'endurance. Alors, on va rester sur l'ultra, peut-être dans un premier temps. Donc, ce qui différencie, à mon avis, le plus, d'un point de vue physiologique, en tout cas, ça ne sera pas une très très grosse surprise, mais c'est hyper important, c'est les conséquences qu'on a en course à pied et qu'on n'a pas en vélo, en natation ou même en ski de fond sur le système musculo-squelettique, et en particulier les muscles. Donc, en course à pied, et en trail en particulier avec les descentes, donc on a une grosse composante qu'on appelle excentrique, qui induit des dommages musculaires importants. Et ça, on n'a pas ça quand on fait du vélo. Hein. C'est pour ça qu'on peut enchaîner plus. Pareil en ski de fond. C'est étonnant que vous parlez de ski de fond parce qu'il n'y a pas de... Ici,
l'Alsacie, c'est quand même pas vraiment un pays du ski de fond. Moi, je suis originaire du Jura, donc alors un petit peu, mais j'ai dans le Pilat, donc je sais. Ouais, c'est ça, dans le Pilote. Mais pour un Jurassien, c'est. Tu vas vexer du monde. Je vais vexer du monde, mais si je dis pas ça, les Jurassiens vont être vexés aussi. Ouais. Non, mais je suis très content d'avoir le Pilat pour Pour faire la forêt aussi. Oui, dans le forêt aussi. Non, mais c'est déjà super qu'on ait ça à Saint-Étienne, je suis ravi. Bon, bref, et donc, en tout cas, dans l'ultra ski de fond, il n'y a pas grand-chose, mis à part la GTJ 200 de Paris Bois, comme vous le savez peut-être, mais enfin, en tout cas, ultra vélo ou ultra course à pied, la différence principale, effectivement, c'est plutôt ça sur les dommages, avec les conséquences que ça a. En fait, sur le reste, par exemple, on sait que les dommages ou les chocs vont aussi induire plus de difficultés ou plus de stress sur le système gastro-intestinal. Et donc, d'une façon générale, lorsqu'on fait beaucoup d'heures d'effort, c'est difficile de manger, hein, vous le savez aussi bien que moi. Mais en course à pied, c'est encore plus difficile parce qu'on a justement ces chocs qui viennent encore en plus solliciter le système gastro-intestinal. Et donc, voilà, c'est essentiellement ça, ces impacts, ces forces excentriques qui font que l'organisme, notamment les muscles, mais pas que les muscles, les articulations, les tendons, etc., ils souffrent beaucoup plus qu'en vélo. Voilà. En gros, ce qui caractérise pour moi la course à pied, c'est ça. Tu Après, parlais. il y a beaucoup de choses en commun quand même. C'est important aussi de souligner, donc il y a effectivement des différences, mais il y a beaucoup de choses en commun si on parle de la performance, quelle que soit d'ailleurs la distance et quelle que soit la discipline, que ce soit en vélo, en ski de fond, en ce que tu veux. À partir du moment où c'est un sport d'endurance, on sait que ce qu'on appelle la VO2 max, hein, la consommation maximale d'oxygène, donc cette capacité qu'on a à utiliser beaucoup d'oxygène et de la consommer au niveau des muscles, c'est pratiquement le facteur numéro 1. Si vous n'avez pas une bonne VO2 max, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous entraîner autant que vous voulez, vous ne serez jamais un champion. Vous pouvez être un très bon coureur ou un très bon cycliste, mais vous ne serez jamais un champion. Donc ça, c'est pas de chance, c'est juste pour les bons gènes pour ça. Voilà, après il y a le mental qui est commun, donc ça se travaille aussi, hein. C'est pareil, c'est pas là où on l'a pas, mais il y a une partie aussi quand même d'inné, quoi, et puis après ça se travaille avec la préparation mentale. Donc il y a quand même plein de points communs, et puis il y a aussi des différences, donc il faut parler des deux. On parlait des difficultés, des troubles ou des risques, notamment musculo-squelettiques, mais c'est quoi pour toi les 5 plus gros risques à éviter ou les plus gros risques qu'on peut avoir sur ces sports d'endurance, donc longs, hein, on parlait de 8 heures, 10 heures, 12 heures d'effort, quel que soit son niveau. Donc on a parlé de risques de choc, de troubles musculo-squelettiques. On a parlé de difficultés de nutrition, de digestion, etc. Mais pour toi, c'est quoi les 5 plus gros points de vigilance sur lesquels tu souhaites attirer l'attention en disant attention aux effets secondaires à court, moyen terme de cette pratique d'endurance longue de la course à pied? Alors, tu parlais de court, moyen, long terme, donc on peut effectivement, je pense que c'est important de différencier les deux. Sur le court terme, franchement, je ne vois pas bien quels peuvent être les risques. On parle souvent de surentraînement, de Ouais, voilà, donc je ne vais pas dire qu'il n'y en a absolument pas. Ouais. Ce sont des risques qui sont relativement modestes. Alors, le risque zéro n'existe pas dans aucun domaine, et pas dans celui-là. Mais finalement, ce sont des risques, les risques les plus importants, c'est des choses aussi bêtes. Malheureusement, il y a encore eu l'actualité récente qui montre que c'est pas bon du tout, c'est par exemple les accidents en vélo. L'accident de la route, on va s'entraîner, on est sur la route, on se prend une voiture, voilà, il y a eu un accident très grave la semaine dernière, ou après ça peut être tout seul en VTT, faire une chute en VTT, etc. Donc là en course à pied, en train en particulier, on est un peu préservé de ça déjà, donc ça c'est déjà pas mal. Après il y a la blessure, mais la blessure, j'ai envie de dire, ce que tu risques c'est de moins t'entraîner, voilà, tu es obligé de t'arrêter. Alors ça peut être problématique pour certaines personnes qui sont addictes au sport, et on sait qu'il y en a un certain nombre parmi nous. La bigorexie, voilà, on appelle ça l'addiction au sport, qui souvent fait sourire, hein. On se dit c'est un peu comme l'addiction au sexe par exemple, les gens disent on rigole, et en fait c'est pas du tout drôle, parce que les gens qui sont addicts, quelle que soit l'addiction, ça peut vite être un problème, et notamment les gens qui sont addicts au sport et qui se blessent, du coup c'est insupportable parce qu'ils n'arrivent plus à s'entraîner. Et donc, il y a des conséquences sur le plan social, et puis ils n'acceptent pas, donc ils vont se réentraîner, donc ils vont se blesser encore plus. Mais bref, ça peut être vite problématique. Hein. Donc il y a quand même ce risque-là, mais disons que c'est un pourcentage impossible d'évaluer, mais un relativement, malgré tout, faible pourcentage des gens. Donc pour les autres, voilà, on prend son mal en patience, on récupère, etc. Donc les risques à court terme, je
vois pas. Alors il y a d'autres risques, par exemple, qui sont donc oui, tu parlais du surentraînement. Donc effectivement, avoir un surentraînement, c'est une fatigue, c'est plus qu'une fatigue profonde. C'est quelque chose. Si c'est une fatigue profonde, mais dans le sens ça peut durer vraiment longtemps. C'est-à-dire que ça peut avoir aussi des conséquences sur la vie quotidienne. Donc, il se trouve qu'on travaille au labo sur la fatigue chronique, mais plutôt des patients, qui a aussi des conséquences. C'est-à-dire que les gens qui ont un cancer peuvent parfois mettre des mois sans mettre. Et ben, un sportif, on peut être dans le même cas, c'est-à-dire quelqu'un qui s'entraînerait, il y a eu des cas là, récents en vélo par exemple, qui n'arrivent plus à faire leur métier pour des sportifs professionnels, mais ça peut être aussi des sportifs amateurs. Ouais, jusqu'à Qui la s'entraînent dépression. moins, qui s'entraînent moins, voilà, ils s'entraînent moins, mais par contre ils ne sont pas dans les bonnes conditions parce qu'ils ont leur métier justement, et puis une famille, donc ils n'arrivent pas à récupérer. Donc ça c'est pas réservé aux athlètes de haut niveau. Il peut y avoir des gens de. Alors bien sûr il faut s'entraîner un certain nombre d'heures, donc des gens qui sont il faut aider un petit peu amateurs éclairés, mais ça peut toucher des gens qui sont tout à fait amateurs comme toi et moi. Et puis après voilà, ça peut aller jusqu'à la dépression ou des sortes de burn-out du sportif. C'est ça, c'est le burn-out du sportif, exactement. Et donc ça peut être quand même problématique parce qu'il faut plusieurs mois, voire plusieurs années parfois pour s'en remettre, et puis certains ne s'en remettent jamais. C'est pour ça que c'est important, peut-être qu'on en parlera après, d'essayer de planifier, de s'organiser pour faire en sorte que tout ne tourne pas autour de la course à pied. Je pense que ça c'est important, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard on peut mettre du vélo aussi. Voilà, on projet, maintenant on en parlera. Mais c'est clé, hein. Et puis après, il y a je regarde Carole, mais il y a aussi des problèmes qui peuvent être spécifiques à la femme, ce qu'on appelle la triade de l'athlète féminine, qui sont donc l'absence de règles, des ordres alimentaires, et puis des problèmes de masse osseuse pour les athlètes d'endurance en particulier. Alors pas seulement les sports d'endurance, mais beaucoup les sports d'endurance. Donc là, c'est plutôt des athlètes, pas que, mais quand même plutôt des athlètes de haut niveau, et en course à pied, elles sont pas mal touchées. Voilà, ça va être la chasse au moindre gramme de masse grasse, et donc du coup avec des conséquences, comme j'ai dit, des ordres alimentaires, etc. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences, y compris des conséquences à long terme, parce que la masse osseuse, on peut la récupérer un peu plus tard à l'arrêt de la carrière, mais c'est quand même, on traîne ça un peu comme un boulet, et du coup après quand on vieillisse, les problèmes d'ostéoporose, ce genre de choses. Donc ça aussi, ce ne sont pas des choses qui sont à prendre. Qui sont moins connues, effectivement. Voilà, c'est pas négligeable. Hein. Alors ça touche, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça touche pas non plus tout le monde, bien sûr. Donc il existe quand même des risques. On va pas nier ça. Mais globalement, moi je veux bien qu'on parle des risques, mais quand on parle des risques, il faut parler aussi des. Parlons des. Ouais, voilà, parce que je sais que ça tient à cœur. Ouais, voilà, Mais avant de parler des choses positives, si on parle des risques, on a parlé là, c'est du court moyen terme. Après, c'est important de parler des risques à long terme, sauf que ces risques à long terme, en fait, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si, en gros, les gens qui maintenant, l'ultra-trail, surtout pour parler de trail, hein, le sport endurance en général, mais le trail en particulier, les gens qui ont commencé à faire de l'ultra-trail, quand vraiment ça s'est développé, on va dire au début des années 2000, donc ça fait 20 ans, je pense que les gens qui courent depuis 20 ans, on ne sait pas à quoi ils ressemblent ces gens-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut courir pendant 20 ans des ultras tous les ans et puis être encore en bonne forme, et puis bien vieillir, etc. Ça, on ne le sait pas. Moi, je ne suis pas persuadé que ça fera forcément des gens qui vieilliront très mal. Il y a aussi plein de sports. À partir du moment où on fait du sport à assez haut niveau, on sait que c'est quand même quelque part un peu antiphysiologique. Mais il y a plein de sports, par exemple dans les sports collectifs, le foot, le rugby, les sports de combat, etc., où notamment sur les articulations, les tendons, etc., le fait de prendre des chocs, c'est peut-être plus grave, donc du coup d'avoir des opérations, etc., c'est peut-être plus grave que d'avoir des micro-chocs dus à la course à pied, à ces impacts répétés. Et ça, on est, à ma connaissance, alors, je ne suis pas un spécialiste des blessures, hein, peut-être demander à mon collègue, mais je crois que non plus, c'est pas, en tout cas dans le domaine de l'ultra, on manque encore de recul et puis de données. Alors, il y a des études, dont un collègue américain a fait une étude plus aux États-Unis là-dessus, mais c'est pas encore très connu. D'accord. Et du coup, et les avantages, parce que là on parle des risques, mais finissons aussi par des avantages. C'est qu'est-ce que tu mets en avant au-delà de l'activité physique C'est pas mal. C'est déjà pas mal, c'est énorme. C'est-à-dire que alors on peut se dire effectivement qu'on n'a pas besoin de faire l'UTMB pour être en bonne santé. Effectivement, on sait que l'UTMB, préparer l'UTMB, c'est un peu ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on est quand même quelque part obligé d'aller au moins de façon temporaire un petit peu dans l'excès. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, des week-end shocks ou des choses comme ça. Donc là, on sait qu'on est obligé de se mettre dans des états de fatigue importants.
Mais si on gère bien, on récupère, etc., on surcompense, c'est un peu le principe de l'entraînement. Et donc, c'est pas très, très, très grave ça. Du coup, Donc on reprend direct. C'est reparti. C'est reparti. Alors sur les coupures, on a été aux coupures annuelles. Voilà, Et puis, coupures hebdomadaires, annuelles, bref, faire des coupures. L'entraînement, ça peut pas être un long fleuve tranquille. Il doit vraiment y avoir des temps forts, des temps faibles. Donc il faut vraiment faire la récupération pour pouvoir surcompenser. Et puis si on veut durer un peu, plusieurs années, notamment si on est un coureur d'ultra, c'est vraiment indispensable. Après, pour prévenir aussi la fatigue, hein, pour revenir à ta question initiale, ça c'est pour moi la planification, c'est essentiel. Et puis après, il y a tout ce qui tourne autour de l'entraînement d'une façon générale. Par exemple, la nutrition. Donc ça, je pense que les gens commencent à être un petit peu, plus ou moins évidemment, mais familiers. On lit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur Internet, etc. Quelque chose qui est un tout petit peu moins connu, ça commence un peu, mais c'est le sommeil. Ça aussi, ne pas, ok, on peut sur un temps court prendre de son sommeil pour aller s'entraîner. Si on fait des week-end shocks, c'est même bien de faire des demi-cours, de mettre une grosse charge, par contre derrière il faut récupérer. Et au quotidien, ou de façon hebdomadaire, on va dire, il faut vraiment que le sommeil il soit là, sinon ça peut pas durer, c'est pareil. Il y a tout ce qui tourne autour de la préparation physique en général, donc c'est bien de courir. Alors bien sûr, si on court 2 fois par semaine, bon, c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire en plus. On peut faire de la préparation physique si on veut, donc tout ce qui est gainage, compensation musculaire, etc. Travail du corps, on peut le faire, mais c'est pas obligatoire. Par contre, quand on s'entraîne vraiment beaucoup, c'est d'autant plus obligatoire de faire ce travail pour rééquilibrer un peu l'organisme. Et tout ça prévient les risques, alors ça les annule pas complètement, mais prévient un peu les risques de mal s'entraîner, donc d'être moins performant, et puis surtout d'être, comme on disait, surmené, et puis éventuellement surentraîné, de se blesser, etc. Donc il y a pas mal de choses quand même qui peuvent être mises en place pour essayer de prévenir un peu cette fatigue. Mais voilà, après, il faut faire confiance à l'organisme. On a des mécanismes, hein, des capteurs partout dans l'organisme qui nous renseignent sur notre corps, donc il faut faire confiance à ces capteurs. Et c'est plutôt bien fait. Globalement, c'est plutôt bien fait. Non, c'est même super bien fait quand on réfléchit. Le corps humain, c'est pour ça que c'est si passionnant à étudier, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est bien fait à condition justement de laisser faire ces signaux. Et donc un des derniers trucs à faire, pour pas dire le dernier truc à faire, c'est de masquer ces signaux, que ce soit en compétition et pendant l'entraînement. Et donc je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence. Dopage. Dopage, mais même sans aller jusqu'au dopage, parce que le dopage, je ne veux même pas en parler, bien sûr on va en parler, si vous voulez, on peut en parler, mais le dopage c'est interdit, donc fin de la discussion. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas interdites, sur lesquelles c'est intéressant de revenir, et notamment les antidouleurs, et encore pire, les anti-inflammatoires. Donc les fameux AINS, là, anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ibuprofène et compagnie, hein, des choses que certains prennent un peu comme des fraises taganales matin, petit déjeuner. Ça, il faut oublier. C'est-à-dire qu'il faut oublier à l'entraînement, parce que c'est une connerie, si on en est là, c'est que soit il faut vite changer sa méthode d'entraînement, soit peut-être c'est le moment de bouger un peu le pied. Alors si on est addict, ça peut être problématique, voilà, pour la mais c'est aussi une bêtise parce qu'on ne profite pas des effets d'entraînement. Si on prend des anti-inflammatoires, l'organisme s'adapte moins bien que si on n'en prend pas. Donc même d'un point de vue simplement d'adaptation à la performance, c'est une connerie. Et puis surtout, c'est encore plus interdit quand on fait de l'ultra et de l'ultra-marathon, parce que le triptyque dommages musculaires, donc ça c'est tout le monde a des dommages musculaires, plus ou moins, si on est bien entraîné ou pas, etc. Mais tout le monde a des dommages musculaires. Quand on fait un UTMB, on a forcément des dommages musculaires. Les 10 000 mètres de dénivelé, il faut se les taper en descente. Déshydratation, donc pour peu que vous ayez diarrhée, vomissement, etc. Et par là-dessus, si vous prenez des anti-inflammatoires, c'est le triptyque maudit qui peut vous emmener aux urgences. Donc, en ce moment, il n'y en a pas besoin, mais même quand les urgences ne sont pas pleines, c'est mieux de ne pas y aller quand même, globalement. Et donc, pour éviter ce qu'on appelle l'insuffisance rénale ou la souffrance rénale, et qui peut conduire jusqu'à la dialyse, hein. On ne va pas affoler tout le monde, ça fait partie des risques, hein. On parlait tout à l'heure des risques aigus, donc il y en a. Chaque année, il y en a. On a une étude là, qui est lancée par mon collègue là, de Saint-Etienne, médecin Laurent Georgelet. D'ailleurs, à la fin, je donnerai éventuellement mon site internet, puisqu'il y a des vidéos qui peuvent expliquer, là, on va pas avoir le temps de tout expliquer, mais il y a des vidéos, notamment, on a une vidéo avec Laurent où on parle de cette étude ultra grave sur ça, justement, et voir quels sont les cas d'ultra-marathoniens, d'ultra-trailers, qui se sont retrouvés aux urgences pour cette raison-là ou une autre.
Mais voilà, donc il n'y en a pas non plus des dizaines de milliers, on se rassure tout de suite, mais il y en a chaque année plusieurs dizaines. Voilà. Donc voilà, en gros, l'organisme est bien fait, mais il faut vraiment tout faire pour éviter de masquer les signaux que peut nous envoyer l'organisme. Est-ce que le matériel du coup peut aider peut réduire cette fatigue-là, notamment l'utilisation des bâtons, les manches en compression, les autres? Alors, les deux exemples que tu as pris, alors parce que le matériel, hein, Oui. il peut y avoir, on sait que les trailers sont très friands des derniers gadgets et des derniers matériels. Il se trouve que les deux exemples que tu as pris sont plutôt des bons exemples, et surtout les bâtons. Alors même la compression, sauf quand il fait très chaud, globalement la compression, ça peut être une bonne chose, sans que ça soit absolument indispensable, ça dépend un peu des gabarits aussi. C'est-à-dire qu'il y a des... alors plus d'ailleurs pour les vibrations musculaires que pour réellement le retour veineux. Mais des gens qui sont comme moi avec des assez grosses masses musculaires, bon, il y a quelques études qui montrent que globalement ça peut être pas mal en ultra trail. Mais les bâtons, alors moi je suis un fervent partisan de l'utilisation des bâtons. J'arrive même pas à comprendre qu'il y a des bas. Je sais qu'il y a des bas, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des bas. C'est tellement évident, y compris d'ailleurs sur des disciplines, sur les ultras, il ne devrait pas y avoir des bas du tout, mais même peut-être sur des courses plus courtes. Ça pourrait être utile pour certains coureurs. En tout cas, sur l'ultra trail, partir sans bâton parce que Kylian Jornet part sans bâton, je ne vois pas d'autre mot que d'appeler ça de la connerie. Mais si on me demande que j'ai tort, plaisir, mais j'ai du mal à voir comment je peux avoir tort là-dessus. Donc oui, alors ça ne veut pas dire forcément que... Moi, je pense que globalement, quand même, c'est bien en termes de prévention des dommages musculaires, la surcharge au niveau des genoux, etc. Et si on s'en sert en descente, ça peut être une bonne chose. Mais globalement, que ce soit les bâtons ou autre chose, quand on optimise son matériel, le raisonnement de l'athlète, ça ne va pas être de dire « Ah ben super, je me fais moins mal, donc je vais aller à la même vitesse et puis j'aurai moins mal à l'arrivée ». Si on est un tant soit peu compétiteur, la réflexion, c'est de dire « Ok, ça va mieux, donc j'accélère ». Donc au final, on sera autant fatigué, mais on sera les plus vite. Mais en tout cas, les bâtons, c'est vraiment une très très bonne chose. Je suis absolument convaincu de l'utilisation des bâtons. Alors après, il faut savoir s'en servir. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que moi, j'ai vu à l'époque, je suis pas certain que ça a vraiment changé. Je suis plus trop les courses, mais j'ai l'impression qu'en tout cas à l'époque, les gens partaient, ils n'avaient même pas de dragon. Ils utilisaient les bâtons, ils tenaient les bâtons comme ça, tout le truc. Ils posaient les bâtons, ils poussaient les bâtons verticales. Donc, forcément, si tu fais que le piston montée-descente, c'est pas terrible. Donc il y a une certaine technique à avoir. Donc forcément, quand on est skieur, c'est simple, mais même c'est pas non plus hyper compliqué. C'est pas aussi compliqué que bien nager, par exemple. Mais il faut quand même savoir se servir un peu de ces bâtons. Et si on prend la peine de travailler avec quelqu'un qui est un skieur ou un trailer un peu expérimenté, au final, il n'y a vraiment aucune raison de se passer des bâtons. Il y aura un temps pour les questions après, parce que là, je vois qu'il y a une question qui arrive. On traitera les questions après. Ouais, D'accord. Si c'est une question sur le sujet, comme vous voulez, c'est vous les chefs. Hein, on est dictateur. Tout à l'heure, tu évoquais la nutrition sur l'aspect fatigue. Alors, autant la fatigue avec le sommeil, je vois bien le rapport, mais j'avoue que la nutrition, ça m'interpelle. Si tu peux... Sur le lien entre la nutrition et la fatigue, c'est facile, tu fais du TMB sans manger, puis on en discute. Non, mais c'est... La nutrition, ça peut être les apports énergétiques, évidemment, hein, mais c'est pas que les apports énergétiques. La nutrition, alors là, il faudra vraiment qu'on y passe la nuit. Enfin, je suis un spécialiste de nutrition, mais il y a beaucoup de choses à dire rien que là-dessus, il faudra revenir. D'accord. Mais c'est pas que en course, il y a la nutrition en entraînement, et puis il y a surtout la nutrition au quotidien, avec la qualité nutritionnelle des aliments, bien manger pour être pas avoir du poids en plus, mais pas être non plus trop maigre toute l'année. Enfin, il y a plein de choses, les micronutriments. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses là. Si on commence à parler de ça, un, je suis pas le mieux placé pour en parler, et deux, ça me va en avant. On en parlait tout à l'heure, et quel est donc l'intérêt de l'entraînement croisé? C'est un peu comme les bâtons, moi je suis aussi partisan d'entraînement croisé. Donc on a déjà un petit peu parlé quelque part, quand on disait les moyens de prévenir, ça peut être ça, hein, quand on parlait de coupure, parce qu'on a, c'était je crois au moment où beaucoup de coupures,
ça a coupé. Ouais, non, mais c'était, Ça a coupé pendant qu'on parlait de coupure, c'était bien, C'était top. c'était top. Mais quand on parlait de coupure, donc je ne sais pas si du coup les gens ont entendu ou pas, mais je disais coupure complète plus coupure sans courir. Donc coupure sans courir, enfin faire du sport sans courir, ben, c'est ça, c'est l'entraînement croisé. Donc après, ça dépend où tu habites, mais si on est ici, donc je chambrais entre guillemets les gens de la Loire et du Pilat et du Forêt en disant ça vaut pas le Jura, mais n'empêche qu'il y a de moyens de faire du ski, ça dépend un peu des années, mais globalement quand même moyen de faire du ski. Donc habiter ici, être coureur de trail, ou même sportif d'endurance et pas faire de ski de fond, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre. Bien sûr, je schématise et bien sûr, j'arrive à comprendre, c'est pas non plus accessible. Mais en tout cas, vraiment, j'encourage les gens qui font du trail, et je pense que Gilles, il m'en voudra pas, voilà, quelqu'un qui est de ce niveau-là, qui arrive à faire toute sa carrière en habitant Saint-Étienne sans se mettre au ski de fond, j'ai déjà dit plusieurs fois, j'arrive pas à comprendre. Donc vraiment j'encourage les gens à aller faire du ski de fond, ça c'est vraiment le roi des sports, pas de choc, pour développer la VO2 max c'est génial, ça permet de développer l'équilibre, travailler musculairement, enfin bon il n'y a que des avantages. Après si on ne veut pas faire l'effort, acheter une matre après ça coûte un peu d'argent, il faut prendre des leçons, etc. Je comprends, il y a quand même des freins à se mettre, mais en tout cas du VTT, du vélo, etc. Oui, ça c'est vraiment indispensable. Donc ça c'est pendant une période, par exemple dans l'hiver où on va rester sans courir. Et puis après, il y a ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire dans la semaine, l'été, l'automne, etc. Et oui, je pense qu'il faut faire de l'entraînement croisé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait pour le coup beaucoup de débats là-dessus, peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est indispensable effectivement pour pouvoir augmenter son nombre d'heures d'entraînement en limitant, c'est toujours la même chose, en limitant La les fatigue, chocs, les traumatismes, etc. Et là, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui courait 2 fois par semaine. Oui, il peut faire que courir, il n'y a pas de souci, même 3 fois par semaine. À partir du moment où on commence à monter à 4-5 entraînements, je pense que c'est vraiment bien de mettre du vélo, du ski, c'est peut-être autre chose, la natation, du roller, soulevé. Donc oui, pour l'entraînement croisé, sans aucun doute. sur les particularités de la fatigue, tout à l'heure on évoquait les particularités des femmes qui étaient sujettes à des risques particuliers. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la fatigue entre hommes et femmes? Parce qu'on voit que maintenant sur des ultras, il y a des femmes qui arrivent à tirer un petit peu plus leur épingle du jeu sur du très long. Est-ce que c'est lié à une plus grande résistance à la fatigue, à une façon différente de courir? Est-ce que, je te vois sourire, est-ce qu'il y a des ou... Je souris parce que c'est un de nos sujets phares de recherche. Ouais, parce que j'aime. Enfin, donc on a une thèse, donc un de mes étudiants, Thibaut Besson, qui travaille justement là-dessus, donc en partenariat avec un industriel où on va regarder à la fois le matériel, est-ce qu'il est adapté, est-ce qu'on peut utiliser le matériel des hommes et juste le peindre en rose et le donner aux femmes. Donc la réponse est non. Donc il y a un vrai besoin, voilà, dans cette industrie, pour la pub, je pense qu'ils n'en voudront pas de pas le citer. Donc il y a des vraies réflexions autour de ça. Et puis après, il y a l'aspect effectivement physiologique qui donc la thèse porte à la fois sur le matériel mais aussi sur la physiologie. Et donc on a fait en 2019, en 2020 ça a été annulé, mais en 2019 on a fait une campagne d'études, c'était notre troisième, dont la deuxième où justement on s'est intéressé à la différence hommes-femmes à l'UTMB. Donc la grande de l'UTMB, on a été accueillis par Catherine et Michel Poletti et toute l'équipe pour nous laisser la possibilité de maniper sur cette course. Donc ça c'était vraiment chouette. Et donc, bref, les conclusions d'études là, qui sont en train de sortir seulement, d'être publiées, et un peu en avant-première, c'est qu'en 2012, on avait montré qu'effectivement, à la fin alors à l'époque, on avait étudié uniquement l'UTMB, c'était l'UTMB tronqué, il y avait pour les problèmes météo, ça faisait que, entre guillemets, 110 km. celui qui était resté en fond de vallée. Et on avait montré que les femmes étaient réellement moins fatiguées avec la définition dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles perdaient moins de force que les hommes, que ce soit sur les quadriceps ou sur les mollets, après la course. Donc moins fatigué, est-ce que ça veut dire moins fatigable? Ça c'est une autre question. Pourquoi la différence entre les deux? Donc moins fatigué, c'est je mesure la perte de force, si elles ont perdu moins de force, elles sont moins fatiguées. Moins fatigable, c'est pas forcément la même chose, parce que moins fatigable, ça peut être aussi, peut-être qu'elles sont allées un petit peu moins loin dans l'effort. Moins toucher les limites. Voilà. Alors il y a plusieurs raisons qui pourraient nous faire penser que les femmes sont réellement moins fatigables, c'est-à-dire qu'elles ont un avantage physiologique par rapport à la résistance à la fatigue. En particulier, vous
savez peut-être que dans les muscles, on n'a pas qu'un seul type de fibre musculaire, on a plusieurs types de fibres musculaires avec des fibres qui sont plus résistantes à la fatigue et puis d'autres qui nous permettent de courir un peu plus vite. Donc, et on parle des fibres 1 ou 2, bon, bref, peu importe. Et les femmes ont un pourcentage de fibres lentes, c'est-à-dire résistantes à la fatigue, un petit peu plus élevé que les hommes en moyenne. Donc, Elles plus sont de aussi- fibres d'endurance Voilà, que de c'est ça. fibres Plus de d'explosion. fibres résistantes à la fatigue. Donc elles sont, de ce point de vue-là, avantagées pour ce qui est de la résistance à la fatigue, au moins dans les sports d'endurance. Elles sont aussi plus capables de consommer des graisses. Elles ont plus de graisse, donc ça c'est en moyenne, un pourcentage de masse grasse plus important. Et donc il y a beaucoup de femmes, notamment les femmes de haut niveau, qui sont bien plus maigres que la majorité des hommes, mais les femmes les plus maigres sont plus grasses que les hommes les plus maigres. Si on veut. 10% quand même, c'est pas rien, 8-10%. Donc ça c'est pas terrible parce que ça fait du poids en plus à porter. Par contre, un avantage, alors c'est pas lié au fait qu'elles en aient plus, mais il se trouve qu'elles ont aussi plus la possibilité de consommer cette graisse. Ce qui veut dire que, on sait très bien que dans les sports d'endurance, à un moment donné, ce qui va faire défaut, on parlait d'alimentation tout à l'heure, d'apport énergétique, la graisse on en a suffisamment. Par contre, pour la consommer, il faut être capable de consommer des sucres, des glucides. D'accord. D'accord. Oui, Et ça, c'est un problème, notamment sur le long, parce qu'il faut pouvoir s'alimenter des heures et des heures, etc. Et puis quand on va plus vite, c'est plus tellement qu'il faut être capable de s'alimenter, c'est qu'il faut arriver à assimiler. Parce qu'on dépense plus d'énergie, et donc il faut manger plus, il faut arriver à l'assimiler. Et donc ça, c'est une limite. Et donc le fait de consommer un peu plus de graisse, et donc d'avoir moins besoin de glucides, ça c'est un avantage pour les femmes. Et donc elles sont avantagées de ce point de vue-là aussi. Donc il y a quand même des éléments qui nous montrent qu'elles sont plus résistantes à la fatigue. Sauf que quand même, ce qu'on a montré, donc je vous disais en 2012, on a montré qu'elles étaient moins fatiguées. Donc on s'est dit en 2019, on va refaire une étude. Et on va pas seulement s'intéresser à l'ultra, on va s'intéresser à toutes les courses de l'UTMB, du 40, la MCC, l'OCC, TDS, CCC et UTMB. Donc on a effectivement étudié, alors on n'a pas trouvé énormément de femmes, mais enfin, on a quand même recruté plus de 70 ou 75 coureurs, hommes et femmes. Donc c'était quand même difficile de faire beaucoup plus que ça. Et les femmes, on sait qu'il y en a peu sur les courses, malheureusement. Bon bref, on a recruté sur toutes les distances et notre hypothèse c'était de dire oui, elles vont être plus résistantes à la fatigue, surtout sur le très long, mais moins sur les courses les plus courtes. Et en fait, on a eu tort. On a trouvé que réellement elles étaient moins fatiguées, toujours, globalement, que les hommes, après la course. Mais ça c'était vrai que ce soit sur les distances courtes, enfin normales, 40-50 km, ou sur TDS UTMB. Donc c'était vrai dans les deux cas, pas seulement sur le très long. Donc ça c'était le premier résultat de l'étude. Et puis la deuxième chose intéressante, c'est qu'on a posé la question, là on l'a fait un peu après coup, parce qu'on s'est dit quand même, justement, est-ce que c'est fatigué ou fatigable? On s'est dit, donc on a posé la question après coup, comment vous avez abordé la course? Est-ce que c'est plus en mode plaisir ou en mode compétition? Et un peu, alors certains diraient oui c'était évident, moi je suis pas sûr que c'était si évident pour avoir couru avec des femmes qui vraiment ont montré qu'elles étaient largement aussi compétitives que les hommes, mais en tout cas sur notre échantillon, effectivement ça sortait, c'est-à-dire que les femmes l'abordaient de façon en mode un petit peu plus plaisir que les hommes qui étaient plus en mode compétition. Et donc on peut se dire que, moi je pense, si tu me demandes mon avis, je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'elles sont réellement plus résistantes à la fatigue, elles sont moins fatigables, mais qu'elles, en l'occurrence notre échantillon, mais je pense qu'il était quand même assez représentatif, elles se donnaient un petit peu moins aussi que les hommes. Ou alors c'est une approche mentale qui serait plus économe en recherchant. Ou alors plus c'est de ce qu'elle plaisir, disait, et mais après on est limité, on était forcément sur du Je déclaratif. crois qu'il y a une étude, je la retrouve dans le Nord, où il y avait une approche sur la compétition mentale, où les gens qui cherchaient moins de compétition et plus de plaisir avaient un apport fatigue, enfin de résistance à la fatigue plus élevé. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils touchaient moins leurs limites. Voilà. Voilà. Donc voilà, il y avait une petite différence à ce niveau entre les hommes et les femmes. Et voilà, donc ça c'était les résultats sur cet aspect de l'étude, des choses qu'on va publier bientôt et on va le faire on va publier, on en profitera pour publier un peu des choses dans les magazines. Bon. On relèvera. Voilà, les différences hommes-femmes. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais Est-ce qu'on peut voir également des différences par rapport à la fatigue sur l'ultra trail en comparaison sur l'ultra sur route? alors là-dessus, il y a beaucoup moins de choses, de façon assez surprenante. Il y a assez peu d'études ultra sur route. Alors, il y a quelques bricoles qui ont été faites plutôt sur des 24 heures. Alors, c'est pas de la route, mais je pense que c'est Oui, oui. plat, semi-terrain dur, quoi, on va dire.
Mais globalement, c'est des études sur cette comparaison directe entre le trail et la route, elles sont assez peu nombreuses. Alors nous, on a fait, alors c'était pas de la route, et c'était pas un 24 heures classique. Il y a la première étude, toute première étude qu'on a fait, j'étais déjà à Saint-Étienne sur ce topic-là. On a fait courir des gens 24 heures sur tapis roulant en 2007. On a trouvé 14 cobayes qui sont sur plusieurs week-ends. Ils arrivaient, ils démarraient le samedi à 16h et jusqu'au dimanche à 16h, ils couraient autant de kilomètres que possible. On les mettait vraiment, l'idée c'était de leur dire faites comme si vous étiez en mode compétition, sauf que vous le faites sur tapis roulant, comme ça on peut vous arrêter, on peut faire des prises de sang toutes les 4 heures, on peut mesurer la façon de courir, on peut mesurer la dépense énergétique, on peut mesurer la fatigue, la fameuse fatigue neuromusculaire dont je parlais. Et donc voilà. Donc on a quand même alors c'est pas un vrai 24 heures, mais ça s'en approche quand même un petit peu. Et on a pu comparer du coup avec ce qui se passait sur ce qu'on a fait sur l'UTMB, puisque on était sur des durées plus ou moins équivalentes. Alors quand on parle de durée comme ça, on n'est plus à 2 heures près, hein, c'est à peu près la même chose. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'écart que ça. C'est-à-dire que bizarrement, on pourrait se dire, bah oui, quand on fait UTMB, il y a notamment, comme je disais, il y a de l'excentrique, dû à la descente, etc. Donc il y a plus de dommages musculaires, donc il y a beaucoup plus de fatigue sur les TMB, mais en fait non. Globalement, que ce soit sur les mollets ou sur les cuisses, on trouvait à peu près la même chose au niveau de ce qu'on appelle la créatine kinase, qui a un index un peu imparfait, pour pas dire bien imparfait, des dommages musculaires. Bah, pareil, il n'y avait pas vraiment de différence. Il y avait entre les sujets, il y avait énormément de différences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des gros pics ou qui perdaient beaucoup plus que d'autres. Mais ça, c'était vrai que ce soit sur le plat, en l'occurrence les 24 heures sur tapis, ou sur le TMB. Mais il manque vraiment des études là-dessus. Alors, c'est pas vraiment sur la fatigue. Ouais, voilà, par exemple. Ouais. Alors, c'est pas vraiment sur la fatigue, mais on a conduit avec un autre de mes doctorants, là, Frédéric Sabater. On a conduit aussi des collègues, hein, du labo, Jérémy aussi, et compagnie. Donc on est toute une équipe, évidemment, hein, là c'est moi qui cause, mais la recherche, c'est vraiment un sport collectif. Hein. On a conduit une autre étude avec la FFA, où on a comparé FFA et d'ailleurs d'autres coureurs, hein, peut-être qu'il y avait des gens qui nous écoutent, là, qui en faisaient partie. Donc on a comparé les athlètes élites et puis les coureurs plus de niveau régional, des coureurs de marathon et des coureurs de trail. Mais pas sur la fatigue, là c'était plus sur les caractéristiques, notamment le coût énergétique, donc combien d'énergie on dépense pour courir à une vitesse donnée, sur les caractéristiques neuromusculaires mais au repos, pas la fatigue neuromusculaire, comment on est explosif, comment on est fort, etc. au repos, sur test d'équilibre, sur donc la force, je l'ai dit. Donc voilà un peu les caractéristiques hors VO2 max et hors résistance à la fatigue, parce que voilà, on voulait que ce soit quelque chose qui soit fait comme on a pris les meilleurs marathoniens. Par exemple, on a testé pendant un camp d'entraînement au Portugal pour les marathoniens. Pour les meilleurs trailers, l'équipe de France, on parle là de l'équipe de France, hein, l'équipe de France de marathon, l'équipe de France de trail, on les a testés aussi lors d'un camp d'entraînement, donc on ne pouvait pas bien sûr leur demander de courir en marathon pour mesurer la fatigue. Et donc on a fait une étude un peu là-dessus, et on a pu montrer, alors ça sort un peu de ta question, puisque la question c'était sur la fatigue entre le trail et la route, mais ça m'y fait penser, puisque du coup c'était une des premières comparaisons directes entre les coureurs de trail et les coureurs de route, et on a pu montrer des différences. Sur l'entraînement déjà, alors que les trailers étaient, sur les volumes d'entraînement, les trailers étaient les champions du monde, alors que les marathoniens français ne sont pas du même niveau. Les marathoniens s'entraînaient beaucoup plus que les trailers en moyenne. Et puis on a pu montrer également des différences sur la force, c'est-à-dire que les trailers étaient plus forts, même quand on normalisait par rapport à la masse corporelle, les trailers étaient plus forts et moins rapides que les marathoniens. Donc on a pu l'objectiver. Il y a des caractéristiques et vraiment des profils différents. Alors après la question c'est est-ce qu'il y a des différences parce que c'est l'entraînement qui induit les différences, ou est-ce que parce qu'ils étaient déjà comme ça au départ, ils se sont plutôt orientés sur le trail ou sur la route? On n'a pas la réponse. Sur un peu les deux. Comme on approche de la fin, il y avait une question. Oui, une question de Laurent. Quelles sont les 2-3 choses à absolument faire ou à éviter dans les 2-3 jours précédant un ultra, en 24 heures de course, quoi. Alors, à faire et à éviter. À faire, c'est s'entraîner, et à éviter. Dans les 2-3 jours avant. Non, mais il y en a qui sont capables d'aller s'entraîner encore 3 jours avant. Hein. Donc 3 jours avant, évidemment, pas d'entraînement du tout. C'est-à-dire qu'on peut aller éventuellement marcher ou faire 10 minutes de footing sur la pelouse, mais zéro entraînement avant l'ultra, ça c'est évident. Les choses à faire, c'est dormir.
dormir et dormir. Donc ça c'est vraiment important. Plus qu'on croit, tout le monde se dit bah oui c'est important de ne pas arriver au départ en étant en déficit de sommeil, mais c'est plus que ne pas être en déficit de sommeil. C'est pas dans le cadre de l'ultra, mais on a fait une autre étude où on a fait ce qu'on appelle de l'extension de sommeil. C'est-à-dire qu'on a demandé pendant une semaine à des cobayes de se coucher 2 heures plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire à la place d'aller au lit à 11 heures, ils allaient au lit à 9 heures. On mesurait le sommeil pour être sûr qu'ils dormaient vraiment et on a pu montrer qu'ils dormaient 1 heure de plus pendant une semaine. Et après, on les a soumis à une privation de sommeil, donc comme on aurait sur un ultra, sauf que là, ils ne couraient pas, c'était juste la privation de sommeil. Et on a pu montrer qu'il y avait des effets positifs, non seulement sur la fonction cognitive, donc la capacité à appuyer sur les temps de réaction, des choses comme ça, mais également sur la performance physique. Donc en ultra, faire de l'extension de sommeil, c'est-à-dire se coucher, non seulement se coucher tôt, faire des siestes, etc. la semaine d'avant, donc évidemment après il faut s'organiser d'un point de vue professionnel, etc. Mais ça vaut vraiment le coup, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire moins, si on n'a pas une possibilité de le faire, de faire 1 ou 2 courses seulement par an, mais de la préparer comme ça plutôt que de vouloir en faire trop et mal le faire. Donc si par exemple on dit l'UTMB c'est mon objectif et on revient un peu à la discussion de tout à l'heure en disant ouais, la qualité versus la quantité, savoir se reposer, etc. Donc pour moi c'est, à mon avis, c'est là que ça peut être non seulement plus payant en termes de performance mais plus fun, c'est de préparer peut-être 2 objectifs dans l'année mais on se donne vraiment les moyens. Et parmi les choses qu'on peut mettre en place pour se donner les moyens, c'est ça, se dire sans dire je vais prendre une semaine de congé, mais je m'arrange pour déplacer les rendez-vous professionnels, etc., envoyer les enfants chez les beaux-parents, etc. Comme ça, vraiment, j'ai des possibilités de bien dormir. Donc, pour répondre directement à la question, peut-être la chose la plus importante avant un ultra, c'est bien dormir. Et ça veut dire aussi, ça a des conséquences toutes cons du genre, je anticipe tous les problèmes de logistique que je peux avoir. C'est-à-dire que mon matériel, je ne le prépare pas la veille ni l'avant-veille, je le prépare la semaine d'avant, comme ça, vraiment, je peux dormir la semaine d'avant. Après, il y a tout l'aspect nutrition. Donc là, contrairement à ce que parfois certains pensent aussi, certaines, c'est je ne vais pas me gaver le plus possible jusqu'à l'approche de la course. Il faut faire une petite surcharge glucidique, mais jusqu'à plutôt 2 jours avant, et après, manger normalement. Une fois que les stocks ils sont pleins, c'est pas la peine d'en rajouter. De toute façon, tout ce que vous risquez, c'est soit d'avoir mal au bide au départ de la course, soit de prendre du gras. Donc ça sert à rien. Donc voilà, c'est ça. Pas trop manger, mais avoir mangé en amont. Et puis bien dormir les 2-3 jours avant et surtout pas s'entraîner. D'accord. Avec la situation actuelle, quels conseils donnerais-tu pour une reprise post-confinement comme il y a pu y avoir, si éventuellement il y en a un prochain, et pour lorsque les dossards vont reprendre? Alors, je crois qu'il faut vraiment qu'on différencie justement le premier confinement des deuxièmes et un confinement actuel. Alors, on ne sait pas ce qui nous réserve là, mais si c'est le confinement comme il y a actuellement à Paris ou à Lyon et qu'on a le droit d'aller à 10 km, sortir sans limite de temps, etc., pour moi, il n'y a pas de conséquences sur l'athlète. Voilà, il y en a peut-être d'un point de vue pratique, qui vont s'entraîner un peu moins de séances très longues, etc., mais globalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir une approche particulière par rapport à la compétition. Maintenant, s'il y a un vrai confinement comme on a eu, strict, pendant 2 mois, et qui rouvre du jour au lendemain et qu'on a le droit de faire des ultras, oui, là, ça risque d'être un peu plus problématique. Et jusqu'à dire, peut-être ça serait découragé d'aller se lancer sur un ultra si on n'a pas eu la préparation. J'espère qu'il n'y aura pas 2 mois de confinement strict. Je pense qu'ils ont, entre parenthèses, tiré les leçons du premier confinement et qu'ils ont bien compris qu'il fallait essayer de en sortir maintenant. Bref, c'est un autre débat. Alors, il se trouve qu'on a fait une autre étude sur le confinement, sur les trailers, parce qu'on a en 2019, il y a aussi des gens qui participent à l'étude, qui nous écoutent. On avait lancé, bon timing, une étude sur notre idée, c'était de dire on étudie sur toute l'année, grâce à une application qu'on avait développée en interne grâce à un autre de mes doctorants, Yann Matz. On avait l'idée de suivre les coureurs sur toute l'année pour regarder justement les charges d'entraînement, la fatigue, le sommeil, donc avec des questionnaires, ils devaient rentrer leur entraînement en ligne, envoyer leur fichier GPS, etc. Et puis le Covid est arrivé avec le confinement, et donc du coup, on a quand même un certain nombre de coureurs qui ont continué à jouer le jeu et qui ont rempli. Donc on a eu des informations assez intéressantes sur comment ils continuent à s'entraîner. Les trailers, c'est vraiment un public de trailers spécifiquement, c'est pas des sportifs de tout horizon, c'est vraiment les trailers. Et puis comment ils ont repris dans les semaines qui suivaient. Donc en gros, ça répond pas directement à ta question, mais ça m'y fait penser un peu puisqu'on parle de ça. En gros, ce qu'on a pu montrer, c'était que
Ils se sont globalement débrouillés pour s'entraîner presque, alors il y avait une petite diminution, mais presque autant qu'avant, pendant le confinement. Alors bien sûr de façon différente, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de séances qui étaient beaucoup moins longues, notamment en dehors, il y avait pour sortir. Donc la charge d'entraînement globalement était diminuée de façon significative, mais moins que ce qu'on pourrait imaginer. Et puis quand ça s'est arrêté, il y a eu par contre un rebond effectivement, donc là les gens ont repris le vélo, le ski de rando, etc. Et donc il y a eu de nouveau une augmentation de la charge d'entraînement, ce qui peut se comprendre aussi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on montre que dans l'étude, il y avait une diminution du niveau de fatigue. Une augmentation du sommeil, donc ça peut être lié à ça. Effectivement, les gens étaient peut-être moins de transport, etc. Donc pouvaient dormir un petit peu plus. Donc nous on l'a noté, c'était du déclaratif, mais on a pu l'observer. Et ce qui fait penser aussi, peut-être aussi quelque part, que moi je suis assez persuadé qu'il y a, et c'est un peu la conversation qu'on a eue tout à l'heure, c'est-à-dire que les trailers ne s'entraînent pas tous et les traileuses ne s'entraînent pas tous bien. C'est-à-dire qu'ils savent s'entraîner mais ils ne savent pas se reposer. Et donc on n'est pas performant si on n'a pas le bon équilibre entre l'entraînement et la récupération. Donc le Covid a été un moyen de se reposer peut-être un peu plus. Bref, pour répondre directement à ta question, si c'est un confinement comme on a actuellement, c'est pas dramatique. On peut pratiquement, après ça aurait été quand même pas mal de faire. Moi, ce que j'ai vraiment, pour moi, ce qui est vraiment clé lorsqu'on fait de l'ultra, c'est les week-end shocks. Donc c'est sûr que là, ça voudrait dire, par exemple, faire l'ultra trail du Pilat sans avoir fait aucun week-end shock, c'est pas terrible. C'est sûr que peut-être qu'on mettra plus de temps à s'en remettre que si on a fait un ou deux week-end shocks avant. Mais si on peut s'entraîner quand même régulièrement, c'est pas pire. Par contre, c'est sûr que s'il y a un vrai confinement, avec la même bêtise qu'ils ont fait de limiter à 1 heure et 1 kilomètre, là, il faudrait réfléchir à 2 fois avant de se lancer sur un ultra dans les semaines ou 2 premiers mois qui suivent le confinement. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, j'ai une question. Tu parles de week-end shock, justement, pour préparer l'ultra trail du Pilat. Vu qu'on a beaucoup de copains qui vont le préparer, c'est quoi pour toi un week-end shock type pour cette course? Alors, week-end shock, c'est un peu comme tout à l'heure la définition de l'ultra. Ça dépend si on est débutant ou pas. Mais pour répondre, pas botter en touche et répondre à ta question, pour moi, week-end shock pour quelqu'un qui est un petit peu entraîné, qui n'est pas un novice complet, mais qui n'est pas Kylian Jornet, c'est de faire, déjà si on fait sur 2 jours, on peut faire sur 3 jours, mais déjà si on fait sur 2 jours, c'est déjà pas mal, c'est de faire un mélange de rando et de course. Ça s'appelle rando-course, mais ça peut être vraiment rando et puis course. Voilà, on peut faire rando-course, c'est-à-dire toujours à la même vitesse, mais ça peut être un mélange de vraies courses en montagne et puis de rando en famille, ça peut très bien se faire. Mais bon, on va dire que le week-end type, c'est 2 fois 8-10 heures, avec une partie un peu de nuit, si on peut, où on va faire le premier jour. Donc si on fait dans le Pilat, si c'est pour préparer l'ultra trail du Pilat, et si possible sur des terrains qui se rapprochent de ce qu'on va voir dans le Pilat. Si on va faire l'UTMB, ok, c'est toujours mieux de faire un week-end shock dans le Pilat, mais c'est mieux de le faire à Chamonix, parce qu'on a les mêmes dénivelés, les mêmes terrains, etc. Donc essayer d'être le plus spécifique possible. Donc 2 fois 10 heures. On va faire le premier jour plutôt pas trop vite dans les descentes pour pas non plus s'entamer directement. Et puis le deuxième jour, l'inverse, c'est-à-dire finir pour vraiment parce qu'un des intérêts du week-end shock, c'est aussi justement d'induire des dommages musculaires pour bénéficier après ce qu'on appelle l'effet protecteur. C'est-à-dire que si on a des dommages musculaires et que, toujours la même chose, on se donne le temps de récupérer, parce que si on fait un week-end shock et puis que la semaine d'après on s'entraîne comme si c'était rien passé, ça serait la pire des bêtises à faire. Donc un week-end shock, derrière un week-end shock, c'est pratiquement une semaine off, sans rien faire. Donc bref, si on fait ça, si le deuxième jour on se donne un peu dans les descentes, donc on aura des courbatures, mais qu'on se donne le temps de récupérer, derrière les muscles ils seront plus résistants. Et c'est un des intérêts, c'est pas le seul, mais c'est un des intérêts principaux du week-end shock, c'est ça. Il y a une espèce de mémoire du traumatisme. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'effet protecteur, c'est juste. D'accord. C'est-à-dire que les muscles se transforment réellement. Alors, c'est pas que les muscles, mais c'est. Je pense que la principale explication, ça réside dans les muscles. Alors, c'est pas les fibres qui se contractent, c'est ce qu'il y a autour, le tissu conjonctif qui, en fait, ça devient plus solide, quoi. Donc, tout simplement, les fibres deviennent plus solides. Et ça marche plutôt bien. La preuve, c'est que si vous faites, admettons, vous n'avez justement pas fait de course à pied du tout de l'hiver, vous faites votre première sortie avec un peu de dénivelé, vous allez avoir des courbatures terribles. Une fois que les courbatures sont passées, derrière, vous en avez quasiment plus, ou en tout cas beaucoup moins. Donc il y a une adaptation qui se fait immédiatement, très rapidement, puis après, derrière, on peut encore gagner. Ce sera moins évident, mais on peut encore gagner. Et donc les week-end shocks, ça permet justement d'aller se remettre
une dose et derrière de récupérer et d'être plus solide. Donc ce qui veut dire aussi, pour aller de ça, c'est-à-dire le dernier week-end choc, dans tous les cas, il est au minimum 3 semaines avant la course. Donc si, mettons qu'il y a le déconfinement, on ne peut pas faire un week-end choc et courir l'ultra la semaine d'après, même 15 jours après. Minimum c'est 3 semaines et voire 4 si on veut être tranquille. Après 4 semaines, si c'est vraiment 2 jours, 8-10 heures par jour, 3 semaines ça peut le faire. Si on fait un week-end plus long, 3 jours, etc., vous pouvez 4 semaines. Ok. On déborde l'horaire. Moi ça va. Ça va pour ça. Une dernière question, c'est quels sont les sujets de recherche pour toi que tu vas lancer ou que tu aimerais lancer sur les mois, les années qui viennent et sur lesquels on pourrait être amené à contribuer en tant que testeur, cobaye. Comment tu vois la recherche là sur l'ultra trail dans les mois, années qui viennent, enfin l'horizon qui est le tien? Alors, sur les thématiques, on va dire sport, performance, fatigue, mais du sportif, hein, je ne parle pas des aspects cliniques, et j'espère que personne qui nous écoute a de cancer ou sclérose en plaques, enfin j'espère pour eux, hein, évidemment, parce qu'on a beaucoup d'études sur ces thématiques-là. En tout cas, pour parler uniquement des aspects sport, trail et sport endurance, donc là, on a une étude qui a démarré, et je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de confinement, pour pas que ça s'arrête au milieu, où on va comparer les effets de 3 heures de course à pied versus 3 heures de vélo, à exactement la même intensité, c'est-à-dire qu'il y aura une VO2 max de fait en vélo, une VO2 max de fait en course à pied, on va calculer ce qu'on appelle les seuils, etc. On va les mettre exactement à la même intensité. On va regarder l'effet que ça a non seulement sur la fatigue musculaire, donc on sait qu'il y aura plus de dommages en course à pied, mais aussi sur la fatigue centrale dont je parlais tout à l'heure du système nerveux. Donc ça c'est une étude qui a démarré, donc c'est vraiment du très court terme. On a parlé tout à l'heure de différences trail-route, donc on a aussi un peu des thématiques de travail là-dessus, sur la technicité, l'effet de la technicité du trail aussi, on a des choses un peu là-dessus en cours, et puis effectivement comparer même durée entre par exemple un marathon et un trail. On sait que les marathoniens ils font moins de courses par an, alors que les trailers peuvent se permettre d'en faire un peu plus. Alors est-ce que c'est juste une culture ou est-ce qu'il y a des vraies différences qui fait qu'en course en marathon, parce que il n'y a pas de dénivelé, donc on pourrait dire il n'y a pas de dénivelé, il y a moins d'excentrique, donc c'est plus facile, mais en même temps c'est toujours le même geste, il y a des impacts sur la route, etc. Donc peut-être qu'effectivement c'est plus traumatisant de faire du marathon que du trail pour une même durée, c'est-à-dire même intensité relative, mais ça c'est des études qu'il faut conduire pour vraiment répondre à cette question. Comme je disais tout à l'heure, il y a assez peu de choses là-dessus en fait. On aimerait bien continuer quand même nos travaux sur les différences entre les sexes. C'est encore pas mal de choses à faire et ne serait-ce que répondre vraiment à cette question, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je suis incapable de répondre à la question, est-ce que réellement l'écart entre les hommes et les femmes se réduit lorsque la distance s'allonge? Ouais, ce qui est un peut paraître, alors on sait qu'il y a des femmes qui gagnent, et ça arrive pratiquement jamais sur des courses plus courtes, mais est-ce qu'elles gagnent vraiment parce que réellement la différence entre les hommes et les femmes s'amenuise? Alors elle ne disparaît pas, je vous rassure tout de suite, donc détendez-vous. Et en moyenne, les femmes... Voilà. Troisième prise, dernière. C'est troisième pause. On en était, Guillaume, avant que les Chinois nous coupent, sur la différence homme-femme, où tu expliquais l'incertitude de la réflexion et de la recherche sur ce thème-là, et le fameux mythe où, en tout cas pour moi, plus la distance s'allonge, plus les femmes avaient leur épingle à tirer. Ouais. Et voilà. Et donc on n'a pas de réponse. En fait, selon la façon dont on aborde la question, on va conclure que finalement l'écart est toujours le même, quelle que soit la distance, ou bien réellement, effectivement, les femmes se rapprochent un petit peu. Alors comme je disais avant que ça soit coupé, mais je vais assumer mes propos et je vais le redire, les femmes ne seront en moyenne, ne sont pas, et à mon avis ne seront jamais, voilà, dans très 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 longtemps, supérieures aux hommes, quelle que soit la discipline physique, hein, je parle bien sûr de qualité physique uniquement. Pour plein de raisons, mais pour ce qui concerne la course à pied, pour deux raisons principales. Un, elles ont une VO2 max, j'en ai parlé tout à l'heure, inférieure pour des raisons hormonales et de globules rouges, de fabrication de globules rouges, donc elles ont un taux de globules rouges plus faible. Et deux, pour la raison aussi dont j'ai parlé, sur le taux de masse grasse qui est plus élevé. Donc messieurs, courez avec un petit sac à dos et vous verrez si vous êtes toujours aussi rapide. Bref, même malgré les avantages qu'elles peuvent avoir, que j'ai expliqué aussi tout à l'heure, au final c'est quand même plutôt négatif. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'elles peuvent dépasser les hommes, c'est est-ce qu'elles se rapprochent des hommes.
lorsque la distance s'allonge. Et donc, on était parti à discuter de ça parce que tu me demandais quels étaient les sujets de recherche. Ben voilà, j'aimerais bien qu'on essaye de répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Alors, je ne sais pas encore exactement comment. Ce sera sûrement différentes approches, mais voilà, ça fait partie des sujets de recherche qu'on aimerait. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis j'en oublie sûrement, mais il y a encore pas mal de taf, ce qui est plutôt bien. Ok, donc malgré cette troisième pause, on arrive au bout. Donc merci à toi de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était sympa. C'est vraiment sympa de vulgariser toute cette recherche et de remettre des choses à plat et en lumière, surtout cet aspect repos qui est vraiment bien. Et que la santé avant tout, donc si on fait ça, c'est parce que ça nous fait plaisir, c'est un bon moyen de sociabiliser et puis de rencontrer du monde, mais c'est aussi un bon moyen d'être en pleine santé, donc ça serait dommage de sombrer du côté sombre. Voilà, faut vraiment profiter. Quand croyez-en, un vieux coureur comme moi, presque des regrets de ne pas en avoir. Alors je me suis éclaté en faisant ces UTMB, ces TOR, etc. Mais peut-être d'en avoir trop comment on dit en français, centré sur la compétition, etc. et pas pris autant de plaisir peut-être que j'aurais dû. Donc ouais. Quand les courses seront de nouveau organisées, profitez-en pleinement. C'est quand même une sacrée chance de pouvoir courir ces épreuves, de rien. Beaucoup de gens qui aimeraient le faire, donc profitez-en. Donc, merci à toi. On mettra aussi du coup sur la page les références du site internet et de la Chaire Actif. Oui, il y a plein de vidéos sur mon site perso, sur la Chaire Actif, après les infos plus scientifiques pour les plus mordus et les plus motivés, mais il y a aussi des choses prédigérées, des vidéos sur l'étude du TMB dont je parlais par exemple. Il y avait un super film d'une télé hollandaise là, du coup on a sous-titré en français, donc voilà, si vous êtes vraiment mordu, il y a moyen de se faire plaisir. Même si vous parlez pas le hollandais. Et il y a peut-être effectivement des choses liées aussi à des gens moins sportifs, où on parlait tout à l'heure de gens avec des pathologies et de l'activité qui retrouveront des informations. Voilà, sur la fatigue essentiellement, la fatigue chronique. Ouais. Ok, super. Merci à toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Jérôme. Merci Yvan.